Aujourd'hui, je vais vous parler de l'épreuve E5, qui est une épreuve pratique, donc sur machine, qui vise à contrôler vos compétences dans le bloc 2, donc dans le bloc de votre spécialité. Comment s'organise cette épreuve? Eh bien, en fait, le jury consulte le dossier soit quelques jours, soit juste la veille de vos 2 fiches descriptives de réalisation professionnelle et va en choisir une. Par rapport à la fiche qu'il aura choisie, il va décider des modifications ou des ajouts que vous allez devoir faire sur le travail que vous avez présenté. Du coup, dans les 30 premières minutes, vous allez être mis en loge, vous allez être soit sur feuille, soit sur un document texte, mais vous n'allez pas réaliser le travail demandé. Vous allez juste rédiger les choix que vous comptez faire et les démarches que vous comptez suivre pour pouvoir réaliser le travail demandé. Ensuite, le jury vous récupère pendant 20 minutes maximum. Vous allez présenter vos choix et à ce moment-là, suite à un entretien, le jury va valider vos choix, soit va vous réorienter s'il considère que vous n'êtes pas forcément parti dans la bonne direction. En tout cas, c'est à ce moment-là que tout est clairement déterminé pour que vous sachiez précisément ce que vous devez faire. Vous êtes ensuite mis en loge pendant 1 heure et pendant cette heure-là, vous devez vraiment réaliser sur le matériel le travail demandé. Donc ce travail, vous avez la possibilité de vous aider d'Internet. Alors évidemment, vous n'avez pas le droit à des discussions directes, hein, vous n'avez pas le droit à du chat par exemple. Par contre, vous pouvez faire des recherches sur Internet pour vous aider et à ce moment-là, vous allez faire le maximum pour réaliser le travail demandé. Si vous n'arrivez pas au bout, ce n'est pas grave. L'important, c'est que le jury puisse voir votre démarche professionnelle pour pouvoir réaliser ce travail. C'est surtout à ce niveau-là qu'il va vous juger. Du coup, il vous récupère ensuite 20 minutes maximum, où vous allez présenter la solution, et suite à un échange qui est forcément un échange technique, on est là pour voir votre niveau de technicien spécialiste, il va vérifier que vous avez fait les bons choix, que vous avez eu la bonne démarche, et que vous couvrez bien les compétences attendues au niveau du bloc 2. Revenons au dossier. Donc le dossier E5 qui est donc constitué de 2 fiches descriptives des réalisations professionnelles. Je vais vous les présenter dans un deuxième temps. Vous devez rendre ce dossier, comme pour le dossier E4, vous devez le rendre à votre académie. Alors soit en version numérique, soit en version papier, parce que certaines académies vont vous demander plutôt la version papier. Et normalement, vous avez dû voir sur Cyclades, vous avez officiellement la possibilité de déposer des PDF pour vos différents dossiers. Alors, en ce qui concerne le dossier E5, c'est le 3e, c'est BTS Réa Pro, qui contient donc les 2 fiches de réalisation professionnelle. Donc l'académie va, lorsque vous allez recevoir votre convocation, vous saurez précisément comment rendre ces documents. C'est là que vous aurez l'information de soit la rendre sur Cyclades, soit l'envoyer à une adresse précise sur papier avec une date limite qu'il faut absolument respecter. Hein. Si vous dépassez la date limite, vous ne pourrez pas passer l'épreuve et vous ne pourrez pas valider l'examen. Donc cette date limite, officiellement, elle est marquée sur Cyclades, mais attention, certaines académies ont dû informer les Cyclades avant même d'avoir pris la décision de la date, de la date limite qu'ils comptent fixer, eux, dans leur académie. Donc du coup, parfois, ils ont mis des dates qui ne correspondent pas. D'où le fait qu'il faut faire confiance avant tout sur la date qui sera sur votre convocation. Éventuellement, si vous ne l'avez pas reçue, contactez votre académie pour demander quelle est la date réelle, la date limite pour rendre le dossier. Alors, ce qui est important à savoir au niveau du travail que vous allez présenter, hein, des réalisations professionnelles, c'est qu'il y a 2 choses à respecter. D'abord, elles doivent être faites dans le cadre d'un environnement technologique qui doit respecter l'annexe 2E du diplôme, que je vais vous présenter dans quelques instants, et aussi, elles doivent permettre de couvrir les compétences du bloc 2, que l'on verra plus loin lorsqu'on va parler de l'évaluation. Alors, au niveau de l'environnement technologique, c'est en fait un document qui doit être rempli par les centres d'examen. Parce que là, comme on le voit, description de l'implantation dans le centre d'examen. En réalité, il y a 2 cas de figure. Soit vous êtes un étudiant qui a suivi une formation en présentiel dans un centre d'examen. Alors si c'est dans le public, vous allez passer en CCF l'examen, donc vous allez être interrogé par l'équipe pédagogique qui vous a formé. Si vous êtes au niveau du privé,
vous allez passer en contrôle en fin de deuxième année. Donc vous ne passerez pas en CCF et vous serez interrogé par des professeurs qui ne font pas partie de l'équipe pédagogique de votre établissement. Par contre, vous allez passer aussi sur votre matériel. Dans les deux cas, ce document, vous ne le voyez pas passer. En réalité, ce document est directement envoyé du centre d'examen vers le rectorat et c'est le jury qui interroge. Pour le public, c'est le rectorat qui contrôle. Pour le privé, ce sont les jurys qui vont interroger dans les différents établissements et qui vont vérifier qu'effectivement l'établissement a mis à disposition au cours de la formation les différents éléments qui sont cités dans ce document. Donc par exemple, service d'authentification, est-ce qu'il y a bien eu un Active Directory, etc. Donc là, le jury va vérifier l'environnement technologique. Par contre, on a un deuxième cas d'étudiants, ce sont les étudiants individuels. Et là, c'est ce qui est marqué justement ici. Au niveau identification, si on regarde le petit 1, on attend le nom et adresse du centre d'examen, si l'étudiant passe dans son centre, ou l'identification de la personne candidate individuelle. Parce que si vous êtes dans le cas, par exemple, de redoublement et que vous n'avez pas redoublé enfin que vous avez déjà validé certaines épreuves et que vous n'avez pas redoublé dans un établissement en présentiel, à ce moment-là, vous êtes candidat individuel. Idem pour les étudiants de l'enseignement à distance, comme les étudiants du CNED. Donc cela, vous n'allez pas passer l'examen dans votre centre, dans le centre dans lequel vous avez été formé, mais dans un centre qui va être déterminé par le rectorat et vous aurez l'adresse du centre sur votre convocation. Donc vous n'allez pas passer directement sur votre matériel. Du coup, vous devez remplir ces informations qui concernent donc l'environnement technologique sur lequel vous avez travaillé au cours de votre formation et sur lequel vous avez travaillé pour vos réalisations professionnelles. D'où l'importance que les réalisations professionnelles soient faites dans un cadre avec des outils qui sont dans ce document et qui sont des outils professionnels. Le document est en deux parties. Vous avez la partie environnement commun aux deux options, donc par exemple service d'authentification, SGBD, etc. Et puis vous avez une deuxième partie qui est spécifique à une des options. Donc évidemment, suivant votre option, vous prendrez le document qui vous correspond et à vous donc de remplir par rapport à ce que vous avez utilisé. Il est important que les différents outils qui sont sur ce document, vous soyez en mesure de les montrer au jury, de montrer que vous les avez utilisés. Parce que le jury peut très bien mettre des points de pénalité, ça peut aller jusqu'à 15 points de pénalité sur 20 s'il y a non-respect donc, de l'environnement technologique. Donc il est important que vous ayez la possibilité de montrer tous ces outils, même si vous ne les avez pas tous utilisés au cours de l'utilisation des réalisations professionnelles. Mais il faut que vous soyez en mesure de les montrer. Toujours en ce qui concerne l'environnement technologique, il est mentionné dans les documents officiels, les candidats passent l'épreuve sur le matériel du centre d'examen ou sur un équipement qu'ils ont apporté. Donc ça c'est pour le cas des candidats individuels dont je vous ai parlé. Les candidats individuels ou les candidats ayant suivi leur formation à distance sont invités à prendre connaissance avant l'épreuve des caractéristiques des équipements disponibles dans le centre d'examen auprès des autorités académiques. Alors effectivement, vous aurez donc dans votre convocation l'endroit, l'établissement où vous allez passer cette épreuve. Il est fortement recommandé de les contacter pour pouvoir aller sur place éventuellement. Alors, il y a pour le coup une grande différence là entre les SLAM et les SISR. Parce que les SLAM, a priori, vous allez venir avec votre ordinateur portable, tout sera installé dessus et vous aurez besoin par contre d'avoir accès à distance à des serveurs, par exemple vos VM distantes ou les sites que vous avez installés chez des hébergeurs. Et à ce moment-là, ce qu'il vous faut surtout, c'est une connexion Internet. Donc quoi qu'il arrive, il faut quand même contacter le centre d'examen de façon à demander comment ça va se passer. Est-ce que vous pouvez amener votre matériel? Est-ce que vous aurez une connexion Internet? Est-ce qu'il n'y a aucun souci là-dessus?
Pour les SISR, c'est plus compliqué. Il est fortement recommandé de vous déplacer dans le centre d'examen afin de préparer les équipements physiques, équipements réseau, hyperviseurs, etc., nécessaires à votre passage. Une maquette de simulation paquet traceur n'est pas suffisante. Vous serez pénalisé si vous travaillez uniquement là-dessus. Donc, soit vous amenez votre propre matériel physique, soit vous utilisez le matériel du centre. Mais dans les deux cas, il va falloir tout de même les contacter pour voir comment mettre en place tout ce dont vous avez besoin pour passer votre épreuve. Revenons au contenu même du dossier E5. Il est constitué donc de 2 fiches descriptives de réalisation professionnelle. Et donc ce dossier, enfin ces fiches plus exactement, ont un formalisme précis, donc je vais vous le montrer, et doivent être remplies recto verso. Au recto, vous avez des informations précises à donner. Au verso, vous allez faire un résumé de la réalisation professionnelle que vous présentez. Voyons à quoi ressemble cette fiche. Donc la partie recto, vous allez préciser le numéro de la réalisation, puisque vous avez 2 réalisations professionnelles. Vous allez préciser votre nom, prénom, le numéro candidat qui est sur votre convocation. Donc si vous êtes étudiant individuel ou dans le privé, donc si vous ne passez pas en CCF, vous allez cocher épreuve ponctuelle, la date de l'épreuve. Alors, j'ai pré-rempli avec un exemple de situation de réalisation professionnelle SLAM, c'est juste pour vous montrer un petit peu comment il faut remplir le document. Donc, le contexte, vous allez préciser le nom du contexte dans lequel vous avez travaillé, puisque vos réalisations professionnelles prennent appui sur un contexte qui est conforme à l'environnement technologique que j'ai présenté juste avant. Ensuite, l'intitulé de la réalisation professionnelle, vous allez préciser en quoi elle consiste. Alors, précisez aussi la technologie, par exemple, évolution d'un site, symphonie de propositions d'auto-formation, etc. Puis, vous allez préciser la période, donc de telle date à telle date. Le lieu, c'est soit dans le centre de formation, soit ça peut être dans un autre cadre. Vous pouvez avoir réalisé une réalisation professionnelle éventuellement en stage, mais alors attention, si vous récupérez une réalisation professionnelle en stage, il faut encore une fois que ce soit d'un niveau de professionnalisme et que ça respecte l'environnement technologique que j'ai présenté juste avant. Donc là, pour le coup, il faut vraiment vous rapprocher de vos professeurs pour savoir si c'est présentable. Vous précisez si vous avez travaillé seul ou si vous avez travaillé en équipe. Et puis là, on retrouve les compétences du bloc 2. Donc là, l'exemple porte sur une fiche SLAM. On va revenir tout à l'heure sur les fameuses compétences. Donc aussi bien pour les SLAM que pour les SISR, vous avez 3 grandes compétences. Il va falloir dire quelles sont les compétences qui ont été travaillées au niveau de cette réalisation professionnelle. Ensuite, les conditions de réalisation, vous devez préciser les ressources fournies et les résultats attendus. Donc là, précisez entre autres on vous a donné la description du contexte, de l'existant, l'expression des besoins, etc. Et puis, résultat attendu, ce que vous devez ce que vous avez fait sur ce travail et ce que vous êtes en mesure, ce que vous avez rendu justement, et que le jury a pu consulter avant l'épreuve. Description des ressources, documentation matérielle et logiciels utilisés. Petit 2, c'est en rapport, les réalisations professionnelles sont élaborées dans l'environnement technologique conforme à l'annexe 2, c'est ce qu'on vient de voir, d'où le fait que là, je reprends un peu les intitulés de l'environnement technologique, authentification, SGBD, environnement de travail collaboratif, etc. Et là, vous pouvez rappeler les différents outils que vous avez utilisés et qui sont en rapport avec l'environnement technologique. Enfin, modalité, toujours dans la partie recto de cette fiche, modalité d'accès aux productions et à leur documentation. C'est là que je vous conseille fortement de mettre juste un lien vers la page du portfolio qui contient tout. Ne mettez pas plusieurs liens, d'autant plus que pour certaines académies, cette fiche est rendue en version papier. Donc le jury doit taper le lien pour pouvoir accéder à vos documents et productions. Donc il vaut mieux que ce soit un seul lien et que ce soit un lien assez court à saisir, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'erreur de saisie, que ce ne soit pas compliqué.
Donc, dans la page du portfolio, à vous de faire un résumé, une description rapide de la réalisation professionnelle, et puis éventuellement une vidéo qui est là présente, et puis surtout, tous les liens nécessaires. Donc là, j'ai donné des exemples qui sont cela, mais tous les liens nécessaires vers les documents. Donc par exemple, la description du contexte, l'expression des besoins, le compte-rendu. Le jury attend vraiment qu'il y ait un compte-rendu pour pouvoir présenter le travail que vous avez fait, et puis les liens vers les travaux, donc par exemple vers le GitHub, vers un site en ligne, etc. Donc à vous de mettre sur la page de votre portfolio toutes les informations et les liens nécessaires. Et ici, vous ne mettez qu'un seul lien. Et au niveau du verso de cette fiche, eh bien, remplissez juste une page au verso, dans lequel vous allez rapidement rappeler le contexte, présenter l'existant, capture éventuelle, schéma, liste des missions, but et liste des tâches, et puis éventuellement les contraintes qui ont été imposées. Et je vous conseille, et un petit bilan, et je vous conseille de finir par cette phrase: les informations détaillées sont dans le compte-rendu accessible en ligne via la page du portfolio qui présente cette réalisation professionnelle, voire au recto de cette fiche. Donc du coup, le jury de toute façon sait qu'il va avoir toutes les informations détaillées à travers le lien que vous aurez mis au niveau des modalités d'accès aux productions. Maintenant, au niveau de l'évaluation, clairement, il est dit, les deux réalisations présentées doivent dans leur ensemble mobiliser toutes les compétences du bloc. Alors, il y a 3 grandes compétences, aussi bien donc SISR que SLAM, et chaque réalisation n'est pas obligée de couvrir les 3 compétences, mais si on fait la somme des deux, on doit absolument couvrir les 3 compétences. En réalité, le jury va vous juger de façon un peu plus fine, c'est-à-dire qu'il va regarder aussi la couverture, enfin, il va regarder quelles sont les sous-compétences que vous avez abordées. Donc, on va voir justement tout de suite à quoi ressemblent les grilles qui permettent d'évaluer vos compétences. Cette grille, vous n'y aurez pas accès. C'est le jury qui l'a sous les yeux et qui permet de... On retrouve donc les 3 grandes compétences. Alors là, je suis dans la grille SLAM et je vais vous montrer rapidement celle SISR aussi. Donc on retrouve concevoir et développer une solution applicative, c'est le B2.1. Assurer la maintenance corrective ou évolutive d'une solution applicative, et puis gérer les données. Et à partir de là, vous voyez qu'il y a un ensemble de sous-compétences: analyser un besoin exprimé et son contexte juridique, participer à la conception, etc. Au niveau des données, exploiter des données à l'aide d'un langage de requête, développer des fonctionnalités applicatives, donc tout ce qui est trigger et procédure stockée, etc. Donc là, on a le détail des sous-compétences et vous voyez qu'il y a un ensemble de cases. Donc à droite, il y a une description plus détaillée de ce que le jury va pouvoir vérifier dans ce que vous avez fait. Et puis l'ensemble des cases, on retrouve un petit peu comme dans le document E4, on a non maîtrisé, maîtrise partielle, bonne maîtrise ou excellente maîtrise, et puis il y a non évaluable. Et là, dans le cas de non évaluable sur une des grandes compétences, là, pour le coup, ça serait pénalisant si jamais les 2 réalisations professionnelles ne sont pas évaluables sur une des 3 grandes compétences. Mais vous n'êtes pas obligé de tout couvrir. Et même là, bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de tout couvrir. On attend tout de même qu'il y ait une couverture notoire des sous-compétences par rapport à chaque grand bloc de compétences. On retrouve une grille similaire pour l'option SISR, où on retrouve les 3 grandes compétences SISR: concevoir une solution d'infrastructure réseau, installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau, et puis exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau. Et là aussi, un ensemble de sous-compétences qui sont détaillées de ce côté-là. Donc là encore, le but, c'est que vous ayez quand même une certaine maîtrise d'une partie notoire des sous-compétences qui sont dans ce tableau. Si vous voulez pouvoir retrouver ces tableaux et toutes les informations qui concernent l'épreuve 5, je vous conseille donc d'aller sur le site www.resocerta.org/seo/circulaire, et là vous avez le lien donc pour l'annexe 7 sur l'épreuve 5 qui donne toutes ces informations. Voilà donc à quoi ressemble ce document. Donc il va y avoir la présentation de l'épreuve, les différents documents. Donc on retrouve
la fiche de réalisation professionnelle et vous allez trouver un petit peu plus bas, on va y arriver. Oui, ça c'est l'organisation de l'épreuve. Et puis vous retrouvez voilà, les grilles, aussi bien côté SLAM que côté SISR, pour pouvoir gérer l'évaluation. Voilà, j'en ai terminé pour cette présentation. Je vous souhaite bon courage pour l'examen et n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin de précision.